Quelle est la différence entre entéogène et psychédélique? Oui, alors j'ai tendance à préférer entéogène que psychédélique. Je vais expliquer pourquoi. En fait, une des premières distinctions dites officielle ou officiellement reconnue qui s'est faite, c'est le gouvernement américain où le législateur a décidé de faire une différence en vue de la légalisation des entéogènes par rapport aux psychédéliques. Et donc dans sa définition, un entéogène est une substance qui élargit ou qui modifie, qui altère l'état de conscience et qui en a une utilisation traditionnelle et qui a été très peu modifiée par l'homme. De ce fait, à la lumière de ce prisme-là, qui a favorisé donc ce grand mouvement de légalisation qui est en train de, à travers une grande vague assez intéressante, de balayer le monde, cette nuance entre psychédélique et entéogène nous apporte la prise de conscience que les substances qui viennent altérer l'esprit, qui viennent altérer la conscience, et la plupart du temps justement élargir, puisque c'est ce qu'on va rechercher, ont été utilisées de manière traditionnelle depuis très longtemps et à des fins spirituelles, /transcendantes, /mystiques. Et donc ça vient en quelque sorte, et c'est quelque chose qui m'est très cher hein, dans mon approche, jeter la lumière sur la dimension fondamentalement spirituelle de l'utilisation de ces substances et de ces plantes. Et donc on arrive à une nouvelle géographie de cet univers-là qui nous raconte qu'il y a des substances psychédéliques qui vont délier la psyché, l'âme, et des substances entéogènes. Et que les deux peuvent s'entrecroiser, s'enchevêtrer, et qu'un psychédélique n'est pas forcément entéogène, un entéogène n'est pas forcément psychédélique. Et donc à la lumière de ces définitions, on pourrait considérer que le LSD, au regard du législateur américain, n'est pas un entéogène puisqu'il sort d'un laboratoire et que son utilisation traditionnelle n'a pas encore été assez manifestement attestée, alors que ce fut le cas. Et donc le LSD par exemple va être exclu de la classification entéogène pour le législateur américain, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une dimension entéogène, théos, comme dans théologie Dieu, gène qui génère, et en soi, donc qui générerait le sentiment divin ou le sentiment mystique en soi. Et donc, on se rend compte que au regard du législateur, au regard de la science ou au regard de l'expérimentateur, les notions psychédéliques et entéogènes vont s'entrecroiser, vont s'entremêler, et on peut même faire d'un psychédélique une substance entéogène, puisque c'est l'expérience, finalement, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on va appeler le set and setting, et que j'aime bien un petit peu approfondir, puisque set and setting ne suffit absolument pas. Qui va donner la caractéristique profondément spirituelle ou transcendantale et ou mystique à l'expérience à travers l'utilisation de ces plantes sacrées. Qu'en est-il de la définition d'hallucinogène? La notion d'hallucinogène a plusieurs fois été critiquée par des gens qui le feront bien mieux que moi, mais hallucinogène va vraiment réduire l'expérience à quelque chose de auditif ou de visuel, alors que l'expérience en question est quelque chose d'infiniment, sinon d'immensément plus grand et plus profond que simplement une altération des 5 sens. Est-il correct d'appeler ces substances des drogues? Le mot drogue est comme un immense sac dans lequel on aura mis plein de choses. Et donc dans le mot drogue, il y a les drogues légales, les drogues illégales, les drogues dangereuses et les drogues inoffensives. Et déjà ça, c'est une notion nouvelle, des drogues qui sont inoffensives. C'est assez incroyable. Et donc il y a des drogues qui sont légales, comme le sucre, au pouvoir addictogène très très fort, l'alcool, le tabac. Et il va y avoir un manque profond de culture et d'information à travers ce vocable qui va nous éloigner justement de substances, de plantes, de médecine finalement, puisque c'est comme ça que, par exemple, dans le chamanisme sud-américain, on va appeler ces plantes-là, c'est la médecine. Et donc va nous éloigner en fait de notre lien fondamental et constitutif à ces alliés symbiotiques. Et donc, dans tout cet univers de drogue, il y a plusieurs
catégories, notamment les dissociatifs, les dépresseurs, les stimulants, les psychédéliques. C'est les psychédéliques qui nous intéressent le plus aujourd'hui, puisque la science est en train de démontrer à coup de milliers d'études les dimensions thérapeutiques quand ils sont utilisés correctement. Et on verra aussi que, on peut voir aussi que la manière dont sont faites les études ne favorise pas la dimension thérapeutique, puisqu'il ne favorise pas la dimension spirituelle. Aujourd'hui, on est dans une science matérialiste qui va exclure tout ce qu'elle ne peut pas mesurer, et donc on a toujours une difficulté dans le milieu universitaire ou le milieu purement scientifique qui tend à devenir scientiste, on verra aussi la définition du scientisme, mais qui aura tendance à éluder toute la dimension mystique, spirituelle, transcendante. Est-ce que ces substances peuvent être dangereuses ? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la science, majoritairement, va définir quelque chose qui est dangereux à travers 4 critères. Le mal qu'il fait à l'utilisateur, c'est-à-dire de manière psychologique et physique, le mal qu'il fait à la société quand un expérimentateur en fait justement l'expérience, le caractère addictogène et un ratio entre dose efficiente ou dose thérapeutique et dose mortelle. Alors, à titre d'exemple, pour l'héroïne, ce ratio, il est reconnu pour être de 1 sur 6. Pour l'alcool, il est de 1 sur 20. Pour le LSD, il est de 1 sur l'infini, puisqu'on n'a jamais réussi à tuer quelqu'un avec du LSD. Pour la psilocybine, presque autant. Et donc, on se rend compte, à la lumière de ces 4 critères, on fait un classement, il y a eu beaucoup d'études dans les années de 2000 et 2010, et quand on en prend 4 critères, ou quand on prend 16 critères, puisqu'on arrive à multiplier les critères de dangerosité qui nous permettent d'évaluer la notion de danger, on se rend compte que le classement est quasiment, à quelques détails près, invariable. On retrouve toujours en haut du classement des drogues les plus dangereuses du monde, de manière invariable, alcool en 1, héroïne en 2, cocaïne en 3, méthamphétamine en 4, et dans une certaine mesure qui est à une nuancée, tabac en 5, puisque ce n'est pas le tabac qui est dangereux, c'est notre manière de le consommer, qui n'a rien à voir avec la consommation traditionnelle de tabac, en Amérique du Sud notamment, qui est d'ailleurs un tabac différent que celui qu'on met dans nos cigarettes. Et à la fin de ce classement, tout en bas des substances évaluées, on retrouve étrangement ce qu'on va appeler les psychédéliques, c'est-à-dire d'un point de vue purement scientifique ou neurochimique, les psychédéliques, c'est une substance qui va agir sur le système sérotoninergique. Et on retrouve le LSD, les champignons à psilocybine notamment, et probablement peut-être un jour la DMT, qui ne fait pas partie de ces études, mais qui est un psychédélique endogène qui est produit par notre corps, et aujourd'hui les études commencent à essayer de démontrer qu'elle est produite à la fois par notre glande pinéale, en tout cas elle est retrouvée dans notre glande pinéale, mais potentiellement produite par nos poumons, à la mesure d'exercices de respiration, qu'on appelle dans le yoga le pranayama, qui sont popularisés par Wim Hof, et qui viennent favoriser la production de cette substance aux propriétés très étranges, et donc qu'on porte dans notre corps. Elle est aussi libérée à des quantités relativement intenses au moment de la mort, ce qui pourrait éventuellement expliquer en partie les expériences de mort imminente. Donc voilà pour la dangerosité, on a un classement qui est relativement invariable, où on trouve finalement toute une collection de produits interdits qu'on va appeler drogue. Les produits légaux, on ne va plus les appeler drogue. Et dans ces produits interdits qu'on appelle drogue, il faut vraiment fondamentalement maintenant intégrer, et ça fait 50 ans que la science nous le dit, qu'il y a des substances qui viennent restreindre notre perception de la réalité, c'est le cas des substances légales, et des substances qui viennent élargir notre perception de la réalité, c'est souvent le cas des substances illégales, et tout particulièrement des psychédéliques. Et donc on assiste à une décorrélation totale entre dangerosité et interdiction. On pourrait presque croire, et je sais que c'est un petit peu subversif ce que je vais dire, mais qu'il y a une corrélation entre élargissement de conscience et interdiction. Une société a besoin de fonctionner, et tout ce qui va se mettre en travers de ce bon fonctionnement, et tout particulièrement en France, c'est la notion d'ordre public, qui est quand même une des notions les plus importantes à cause de notre, on va dire, notre coloration révolutionnaire. Cette notion d'ordre public fait que la France a toujours beaucoup plus de retard sur ses voisins. Et donc, comme une société se doit de fonctionner, et qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, on est quand même à travers dans un prisme capitaliste, matérialiste,
consumériste, eh bien tout simplement toutes les expériences qui peuvent potentiellement nous éloigner de ce qu'on appelle en anglais the rat race, c'est-à-dire produire, consommer, mourir, mais finalement être rentable, être utile à cette société, dont je ne partage notamment plus les valeurs, mais du coup, tout ce qui va contrevenir à cette quasi-religion capitaliste, à ce dogme, va être forcément interdit. Et c'est ce que les gens décrivent, c'est ce qui m'est arrivé à moi dans mon expérience, c'est qu'en fait, la notion de bonheur, la notion de sérénité, qui est potentiellement touchée à travers des expériences qu'on va qualifier de mystiques, qu'on peut mesurer scientifiquement, à travers des expériences qu'on va qualifier de spirituelles, ou de transcendantes, ou de divines, peu importe le nom que les gens vont mettre dessus, eh bien, on arrive à toucher quelque chose, et finalement, quand on l'intègre dans notre vie quotidienne, eh bien, pour certaines personnes, ça nous explique qu'on n'a pas forcément besoin de travailler 40 heures par semaine, on n'a pas forcément besoin de gagner 10 000 euros par mois, et d'avoir 2 voitures, et d'avoir une maison à crédit, et que le bonheur se retrouve dans des choses qui sont beaucoup plus simples. Eh bien, ceci ne sert absolument pas le projet matérialiste ou le projet capitaliste, et surtout l'ordre public. C'est d'ailleurs pour cette raison notamment que ces substances-là ont été interdites dans les années 70, puisque le LSD, de par sa libre circulation, alimentait les mouvements pacifistes, antimilitaristes, alors que le gouvernement américain avait vraiment besoin d'un sentiment populaire, d'un soutien populaire pour les opérations qu'il menait au Vietnam. Et bien, dans cette vague d'interdiction ont été mises dans le même sac toutes les substances qui permettaient une forme d'émancipation, puisqu'en fait, c'est quoi l'expérience spirituelle ou mystique? C'est en fait réaliser qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que mon corps, mon identité, mais qu'en fait, il existe quelque chose qu'on appelle par défaut une conscience, une perception qui est beaucoup plus large, qui était là avant le sens de mon identité, avant notre naissance, et qui sera là encore après. C'est ce que nous rapportent les gens qui font une expérience, par exemple, de mort de l'ego, à travers l'expérience psychédélique ou chamanique. Et c'est ce que nous rapportent aussi les gens qui font des expériences de mort imminente. Il y a quelque chose après, il y a quelque chose avant. Et quand on contacte ce qu'on appelle par défaut ces dimensions, eh bien on a le sentiment que ces dimensions sont beaucoup plus réelles que la réalité dont on est en train de faire l'expérience. Eh bien, dans une réalité qui se veut nécessairement consensuelle, dans une société qui se veut nécessairement consensuelle, avec un consensus intersubjectif sur la nature de cette réalité, cette société est dirigée par des institutions qui ont une existence matérielle sur ce plan de réalité. Tout ce qui nous permet d'en sortir et de nous émanciper est de manière tout à fait logique interdit, puisque avant même le bien-être public ou l'intérêt public, toute institution doit d'abord préserver sa propre survie. Et donc va, de manière tout à fait naturelle et tout à fait normale, nous éloigner. Et c'est le cas des religions. On pourra explorer des religions depuis des siècles qui nous distancient de l'expérience spirituelle en nous offrant une narration dogmatique qui nous interdit de faire des états modifiés de conscience. Et c'est la notion de dogme. La vérité, c'est ça, tu ne peux pas en sortir. Mais si tu fais l'expérience par toi-même, effectivement, tu vas sortir de cela parce que tu vas t'écarter de la narration collective. Qu'entend-on par « tout est question de mesure » ? C'est Paracels, en fait, qui disait dès le XVe siècle tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. À titre d'exemple, on peut mourir d'une absorption d'eau dont la dose létale est fixée à 7 litres par heure. Mais c'est pareil pour le sucre, c'est pareil pour le sel, c'est pareil quasiment pour toute substance. Tout est bon, point trop n'en faut, on pourrait dire. Et donc, lorsqu'on parlait justement de set and setting, le set et setting, c'est quoi? C'est tout simplement le set, c'est l'état dans lequel je me trouve, et le setting, c'est l'environnement dans lequel je fais cette expérience psychédélique ou entéogène à l'aide de plantes ou de substances qui viennent élargir les perceptions. Mais il n'y a pas que ça, ou en tout cas il faudrait un petit peu nuancer et granulariser ces deux notions populaires. On pourrait rajouter la dose, qui est une des plus importantes, la substance et la matrice. Et donc le set, on l'a vu, c'est tout simplement dans quel état je suis. Est-ce que je suis déprimé? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que j'ai peur? Tout ça va venir teinter grandement
la qualité de l'expérience psychédélique, le setting, qui est en fait l'environnement dans lequel je me trouve. Est-ce que je prends un psychédélique dans un concert de métal, ou est-ce que je le prends avec mon amoureuse sur un canapé, par exemple, chez moi, dans un environnement sain, avec le téléphone qui est coupé, et avec une belle musique. Donc tout ça va aussi influencer de manière dramatique l'expérience, mais la dose. Quelqu'un qui va prendre, pour comparer à ce que tout le monde connaît, quelqu'un qui va prendre un centilitre de vin et quelqu'un qui va prendre un litre de vodka, on va avoir deux expériences radicalement différentes avec la même substance, qui est l'alcool. Et entre ces deux extrêmes que je nomme ici, il y a une infinité de nuances qui à chaque fois vont donner des expériences différentes. Avec les psychédéliques, c'est la même chose. Pour parler par exemple du LSD, eh bien on aura une expérience différente avec 10 microgrammes, ou avec 50 microgrammes, ou avec 100 microgrammes, ou avec 600 microgrammes. Pour les champignons, c'est pareil. Pour toute substance, c'est la même chose. Et du coup, on oublie souvent cette notion de dose. Les substances dont on parle ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites, puisqu'on a une privation de l'accès à l'information, on a été privé des savoirs ancestraux, on le verra avec l'histoire notamment des sorcières, qui n'étaient rien d'autre que des chamans et des herboristes, dans un environnement où il n'était pas bon d'être différent que le dogme que souhaitait nous imposer l'Église, en tout cas de la vision spirituelle du monde que nous souhaitait nous imposer l'Église. Et donc ça c'était pour la dose. Et concernant la substance, aujourd'hui le fait que ces substances soient interdites, si demain quelqu'un veut acheter du LSD sur un marché gris ou un marché noir, on ne sait jamais ce que c'est, il n'y a personne pour contrôler la chose, et c'est pareil pour la MDMA, c'est pareil pour la psilocybine, c'est pareil pour la DMT, c'est pareil pour l'ayahuasca, pour toute substance. Pour l'alcool, on a en quelque sorte une forme de contrôle qualité, de traçabilité, et ça tombe bien puisque l'alcool vient nous rendre en quelque sorte dociles, et le café vient nous rendre productifs, donc c'est super important que ce soit contrôlé. Et enfin, la matrice, qui va être la traduction de l'environnement culturel duquel je viens et qui va venir déjà au préalable teinter mon expérience. Est-ce que j'ai grandi dans une famille où on m'a expliqué que les psychédéliques c'est très dangereux parce que quand tu en prends tu sautes par la fenêtre, ou bien que tu en prends une fois et tu es addict à vie, va me donner un bagage biographique conscient et inconscient qui va venir fortement teinter l'expérience. Au contraire, si j'ai une éducation avec deux parents hippies qui avaient l'habitude de faire un voyage psychédélique une fois par semaine et qui ont eu la chance de s'informer sur le fait que les psychédéliques, quand ils sont bien utilisés, viennent notamment non pas créer des addictions mais soigner les addictions, eh bien je vais aborder l'expérience, encore une fois, avec une toute autre perception, une toute autre attente, une projection différentes, et ça va venir teinter l'expérience. Et donc on a non pas 2 facteurs, mais 5 facteurs qui vont venir conditionner la qualité, pour ainsi dire, ou le caractère sain d'une expérience psychédélique. Mais personne n'est informé, puisque c'est quasiment interdit. En France, on est dans un pays qui nous interdit d'en parler de manière positive. On a une loi qui nous dit qu'on ne peut pas parler de manière positive des substances interdites. La loi va plus loin, elle nous dit qu'on ne peut pas parler d'une substance légale comme ayant les mêmes effets qu'une substance illégale. Donc on ne peut pas prêter, notamment à la noix de muscade, ou au safran, ou à l'huile essentielle de cannelle, ou l'huile essentielle de citron, selon certaines synergies, on ne peut pas leur prêter des dimensions psychédéliques ou antéogènes. Ce serait puni par la loi de 75 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Il y a notamment dans cette loi quelque chose de très important, c'est de ne pas faire de prosélytisme, de ne pas inciter, de ne pas faciliter. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, puisque je n'ai pas vocation, et cette vidéo d'ailleurs n'a pas vocation à encourager les gens, c'est une vidéo strictement informative, et je pense que dans une certaine mesure, et c'est un avis qui peut être d'ailleurs très controversé, mais que je pourrais développer, que ces interdictions ont quelque part quelque chose d'aussi qui permet de protéger. J'ai récemment discuté avec... j'ai rencontré une personne qui m'expliquait que la légalisation n'est peut-être pas une bonne chose, puisque ces expériences-là ne sont pas pour tout le monde. Aujourd'hui, on sait que les gens qui ont des troubles psychotiques, schizophréniques, paranoïaques, risquent d'être déclenchés par ces expériences-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui est communément admis, même si dans le cadre d'un chamanisme, du chamanisme sud-américain par exemple, on va pouvoir
On va pouvoir, ils prétendent pouvoir traiter ces choses-là avec des plantes et à travers des états élargis de conscience. Néanmoins, l'interdiction a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'elle va proposer aux gens, et on est dans un système vraiment sournois, hein, qu'on voit aussi dans certains dogmes religieux, mais de franchir certaines barrières pour pouvoir accéder à l'expérience. Et le franchissement de ces barrières, notamment de la légalité, le fait de trouver la substance, le fait de se renseigner, etc., va en quelque sorte sélectionner, va filtrer les candidats à cette expérience transcendante et qui va peut-être tout simplement, ce n'est qu'une supposition, hein, c'est pas un avis rigide, hein, mais je trouve que c'est intéressant d'aborder la chose sous ce prisme-là, qui va peut-être éluder ou écarter les gens qui sont trop fragiles ou trop sensibles pour cette expérience. Si tant est qu'il est possible d'être trop fragile ou trop sensible, en tout cas, ce qu'on a vu, setting, dose, substance et matrice vont constituer, pour ainsi dire, le cadre ou les 5 critères qui vont garantir une forme de sécurité dans cette expérience, qui peut être fondamentalement dangereuse si ces critères ne sont pas respectés. Que pouvez-vous dire des cas de décompensation grave ou d'épisodes psychotiques déclenchés suite à la prise de substances? Effectivement, heureusement, c'est quelque chose qui est rare et on se rend compte aujourd'hui que c'est essentiellement lié au mésusage, au mauvais usage de ces substances, toujours à travers ces 5 critères, et que très souvent, il s'agit d'un problème de setting, c'est-à-dire d'environnement, qui n'est absolument pas approprié, ou de dose. Aujourd'hui, la mésinformation, le manque d'information sur le sujet, fait que les gens vont avaler quelque chose, il y a des accidents tous les jours dans le monde avec ça, vont avaler une substance, déjà ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment elle est dosée, ils ne savent pas au bout de combien de temps il fait effet, ils ne savent pas dans quel contexte il faut la prendre, et ils ne savent pas si leur disposition interne est propice à l'expérience. Et donc au bout de 20 minutes, ça ne fait rien, donc on reprend encore une dose, au bout de 20 minutes, ça ne fait toujours rien, on reprend encore une dose, et on finit aux urgences ou en hôpital psychiatrique, tout simplement parce qu'aucun des critères n'a été respecté. Par exemple, pour utiliser une voiture, il faut un permis. Et qui nous explique comment l'utiliser. Et c'est pas une mince affaire que de passer le permis. Or, ces substances, forcément, il n'y a aucun permis, il n'y a aucune nécessité de se cultiver ou de s'informer pour en consommer, et c'est ce qui en crée potentiellement le danger lié au mésusage. Les substances en elles-mêmes, intrinsèquement, nous l'avons vu à la lumière de la science, ne sont pas dangereuses. Il y a même certaines substances qui ne peuvent pas être mortelles. C'est leur mésusage et leur méconnaissance qui fait qu'on va les utiliser de mauvaise manière. Aujourd'hui, personne n'aurait idée de s'envoyer une bouteille de vodka d'un coup, voire même de boire de l'alcool et de prendre le volant. Eh bien, tout simplement parce que culturellement, nous avons intégré cette substance, comme au même titre que personne n'irait fumer un paquet de cigarettes en une fois ou boire 10 cafés d'affilée. Et malheureusement, avec des substances sur lesquelles nous n'avons pas d'informations, quand les gens écoutent et entendent que le LSD peut guérir la dépression, ou bien la psilocybine peut guérir mes addictions, ou la MDMA peut guérir mes troubles du stress post-traumatique, vont se jeter dessus sans aucune forme d'information, sans être encadrés, sans connaître la substance, sans connaître les doses. Et effectivement, c'est là qu'on accède à ce qu'on pourrait appeler des accidents qui, heureusement, sont rares. D'où la nécessité d'informer et surtout de mettre un terme à ces lois liberticides qui nous empêchent de faire circuler une information factuelle. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises substances, et il n'y a que des mésusages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces substances antéogènes, psychédéliques, à travers les plantes, le règne fongique, parfois même animal, ont été consommées depuis des milliers, sinon des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers, même si nous n'avons pas les preuves archéochimiques et archéobotaniques, et que la nécessité de contrôle d'une société pour maintenir un ordre public nous a éloignés de ces expériences directes. Et quand elle ne nous a pas éloignés, a fait de ces substances des substances qui sont récréatives et qui ont perdu toute leur substantifique moelle qui est fondamentalement spirituelle et transcendantale. Et donc nous avons perdu cet enseignement et on a perdu la manière d'utiliser ces choses-là. Que veut dire le chercheur Charles Tart quand il dit qu'il est dangereux de prendre des psychédéliques comme il est dangereux de ne pas en prendre?
Alors, c'est une phrase qui appelle, c'est une phrase qui appelle beaucoup de nuances, mais avec laquelle je peux être fondamentalement d'accord. Si on considère que la société, la civilisation dans laquelle nous sommes, prend une direction dangereuse, et on le voit, et aujourd'hui quasiment tout le monde est d'accord sur le fait qu'on avance droit vers un mur ou une falaise, il est fondamentalement dangereux de ne pas faire cette expérience, puisqu'on se rend compte que cette expérience, notamment pour le cas de l'ayahuasca et des champignons à psilocybine, vient augmenter la dimension, les convictions et les préoccupations écologiques de l'expérimentateur. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce dont on a fondamentalement besoin, et si ce n'est pas de l'écologie, c'est en fait du lien au vivant, du lien à la nature, du lien entre nous, qui s'est perdu à des fins consuméristes, à des fins capitalistes. Et donc c'est dans ce sens-là où je traduirais la phrase de Charles Tart, où il est dangereux de ne pas en prendre. Il est dangereux d'en prendre parce que, effectivement, pour une expérience qui va mener potentiellement, pour ceux qui le souhaitent, à quelque chose qu'on va appeler la mort de l'ego, ou une expérience de mort imminente, dont on va revenir avec la certitude qu'il existe quelque chose au-delà de ce monde matériel. Et donc, la vie va prendre une dimension très très différente, très très relative. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens en ce moment. Eh bien, pour certaines personnes qui ne sont pas préparées, pour certaines personnes qui ont une conception de la réalité qui est encore fragile, qui a besoin d'être très segmentée, qui a besoin d'être très normée, eh bien tout simplement, ça peut mener à une forme de décompensation, d'où l'importance du respect de ces 5 critères sur lesquels on manque fondamentalement d'informations. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, qui est très subversive, et qui est une phrase de Timothy Leary qui dit, il parle du LSD, mais les psychédéliques par extension sont des substances qui vont créer des états psychotiques chez les gens qui n'en ont pas pris. Beaucoup se demandent pourquoi chercher la connaissance avec des substances artificielles. Ne peut-on atteindre la connaissance naturellement ? C'est une question qui vient révéler beaucoup de choses au sujet de celui qui la pose, plutôt qu'au sujet de celui qui va y répondre, puisqu'en fait, la question, elle porte en elle le symptôme d'une dissociation totale avec le sens profond de l'existence. Et en fait, qui porte en elle le symptôme d'une rupture totale avec la nature. Il faut juste replacer les choses dans leur contexte. Une expression que j'aime bien, c'est remettre l'église au milieu du village. L'interdiction de ces substances naturelles, puisque même le LSD qui sort d'un laboratoire est une synthèse, c'est une molécule qui est extraite de l'ergot de seigle, qui est un champignon qui pousse sur les céréales et qui était consommé pendant des milliers d'années. Ces substances naturelles, leur interdiction est hautement anormale à la lumière de l'échelle temporelle. Ça fait 50 ans qu'elles sont interdites. Alors il y a eu plusieurs épisodes, notamment dans la Bible, ou notamment lors de la chasse à sorcières, où on va interdire ces substances-là qui viennent procurer une émancipation par rapport aux institutions dogmatiques en place, qui cherchent à établir une forme d'ordre public et de pouvoir et d'obéissance et de docilité générale. Mais ce qu'on vit depuis 50 ans, et ce qu'on est encore en train de vivre, est hautement anormal. Et la question porte en elle une profonde, en anglais c'est misconception, une mauvaise conception du fait que c'est fondamentalement naturel, et se poser la question de dire mais on pourrait vivre finalement sans manger de pâtes, sans manger de fruits, sans manger de légumes. C'est la même chose, c'est-à-dire que l'humanité a grandi pendant 99% de son existence sans le mépris que notre société moderne a pour les substances qui viennent élargir nos états de conscience. Il faut créer un consensus sur la réalité pour que tout soit bien calme et que tout puisse servir la société. Mais le bien-être de l'individu, lui, est mis en second plan finalement. Et donc, les anciens ne partageaient pas
le même mépris que nous pour ces substances-là, qui sont fondamentalement naturelles. Beaucoup de livres, dont le mien, nous expliquent que ces substances sont à la source du sentiment spirituel, sont à la source de l'expérience spirituelle. Alors beaucoup de gens vont nous dire, oui, mais je peux accéder à une expérience spirituelle sans prendre de psychédélique ou d'antéogène, ce qui revient à dire finalement, tiens, j'ai des fraises à te faire goûter, et tu me réponds, non, mais c'est pas la peine, j'ai des bananes, je sais ce que c'est que les fruits. Ou, tiens, est-ce qu'on partirait pas en voyage à Tokyo? Non, c'est pas la peine, je sais aller tout seul à Madrid. Quand on remet les choses en perspective, dire que l'expérience spirituelle est accessible sans l'ingestion de ce qui a fait de nous fondamentalement des êtres spirituels, c'est finalement très 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 restrictif comme point de vue, et ça témoigne d'un vrai manque d'information sur la nature de l'expérience. Ce qui est super intéressant, en tout cas dans les gens que j'ai interrogés aussi pour mon livre, ce n'est pas d'avoir l'avis de personnes qui ont emprunté un chemin spirituel très très important, qu'il faut remettre à mon sens au goût du jour, et qui n'ont jamais essayé de psychédélique, parce qu'ils auront ce tropisme, elles auront cette inclination à dire « j'en ai pas besoin puisque ce que je vis est déjà très bien », et ces gens qui, à l'inverse, ont exploré les psychédéliques mais n'ont aucune spiritualité, et ne comprennent pas la dimension potentiellement transcendante et mystique des psychédéliques, et souvent pour eux, l'expérience apportée par les psychédéliques, n'est en fait que le résultat d'interactions mécaniques ou neurochimiques à l'intérieur du cerveau, et on va considérer que effectivement c'est une modification de la réalité, mais qui est purement factice. Ce qui est intéressant, c'est quand on rencontre des gens qui ont fait les deux, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait 30 ans de cheminement spirituel, ou 20 ans de cheminement spirituel, et qui a fait des expériences psychédéliques, ou antéogènes, ou chamaniques, puisque je ne vais pas dissocier dans mon discours le chamanisme et l'antéogénisme, puisque c'est la même chose, eh bien on se rend compte qu'il y a une vraie dissociation des deux, et qu'en fait, et j'aime beaucoup cette métaphore qui m'est très chère, qui commence d'ailleurs à être reprise de plus en plus, c'est qu'en fait, le chemin avec les antéogènes et les psychédéliques pourrait être comparé à l'ascension de l'Everest. Eh bien, il y a des gens qui vont travailler à cette ascension toute leur vie, et qui ne vont jamais arriver au sommet. Eh bien, c'est le travail spirituel. Eh bien, on sait aujourd'hui que l'Everest, c'est un charnier, hein. Les pentes de l'Everest, c'est un charnier, il y a des morts partout, et on sait que les gens n'arrivent pas au bout. A contrario, prendre un psychédélique sans cheminement spirituel serait de prendre un hélicoptère et de parachuter quelqu'un qui n'aura jamais voulu aller au sommet de l'Everest, qui ne se sera jamais préparé. Il va mourir en quelques minutes, puisque les conditions de survie ne sont pas possibles en termes de déprivation d'oxygène et de température. C'est comme si vous parachutiez un enfant de 3 ans au sommet de l'Everest. C'est pourtant le but de la plupart des gens, et pourtant il va dire « j'ai froid, quand est-ce que je rentre dans ma chambre ?» Alors qu'en fait, si vérité il devait y avoir, ou nouvelle compréhension il devait y avoir, ce serait la combinaison de ces deux choses, c'est-à-dire d'une pratique spirituelle, qui peut être la méditation, le chant, le jeûne, le questionnement, une forme de psychanalyse une forme de psychologie transpersonnelle, et l'adjonction de ces outils millénaires d'accès au transcendant que sont les antéogènes. Et voilà un petit peu comment je pourrais articuler cette opposition éternelle entre spiritualisme et antéogénisme, et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on observe ceux qui ont un savoir immensément plus grand que nous sur l'utilisation de ces outils, eh bien la spiritualité ou la transcendance ou le mysticisme ou les pratiques transcendantes n'étaient jamais dissociées des pratiques psychédéliques ou antéogènes. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme. Les animaux eux-mêmes seraient à la recherche de psychédéliques ? Oui, alors dans le règne animal, effectivement, on a le cas, ils sont très nombreux, et les cas qu'on a qui sont documentés sont sans doute probablement la face émergée, la face visible de l'iceberg, mais chez les dauphins,
les lémuriens, les chiens, les jaguars qui mâchent des racines d'ayahuasca, donc les dauphins qui jouent avec, ça c'est l'exemple le plus connu, qui jouent avec les poissons globes qui libèrent une neurotoxine, les cerfs qui vont aller manger des fruits alcoolisés. Il y a de nombreux exemples, je crois que j'en cite une dizaine dans mon livre, sachant que j'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus pour les trouver. Les lémuriens vont prendre des chenilles et frotter leur poison sur leur poil pour induire une transe, et il y a sans doute beaucoup plus d'exemples. Je ne sais plus qui disait, je vais me faire gronder pour ça, mais je ne sais plus qui disait que le besoin de transcender le filtre de notre perception, qui est en fait un filtre extrêmement étroit, qui nous permet d'avoir une réalité consensuelle intersubjective, le besoin de transcender cela est un besoin fondamental de l'être humain, au même titre que de se nourrir, que de faire l'expérience de plein de choses en fait. Hein. C'est juste que notre culture et notre société est venue diaboliser cela, puisque ces expériences transcendantes ne servent pas le projet qui porte aujourd'hui la société dans laquelle nous sommes. Peut-on opposer substance récréative et substance à visée spirituelle ? Je dirais pas forcément qu'il y a des drogues récréatives et des drogues thérapeutiques ou des drogues spirituelles. Et j'aime pas le mot drogue, hein. Si on enlève les guillemets, on va dire plutôt des psychédéliques qu'on peut utiliser de manière récréative, qu'on peut utiliser de manière spirituelle et ou thérapeutique. Et qui dit, ça c'est une notion aussi très importante, il y a dans la notion thérapeutique, qui est cette dimension qui est portée aujourd'hui par la science pour porter la légalisation de ces substances, puisqu'on est en train de découvrir les effets thérapeutiques, et si ce mouvement est porté par quelque chose, c'est forcément qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, et donc on met en avant la dimension thérapeutique des substances. Et on oublie, et pourtant de très nombreuses études le montrent, que la dimension thérapeutique, c'est-à-dire la disparition de certains symptômes comme la dépression, le stress post-traumatique, les TOC, les addictions, est étroitement corrélée à l'intensité de l'expérience spirituelle. Et donc on a tendance à séparer la dimension thérapeutique de la dimension spirituelle. Et donc on pourrait, en tentant de cartographier la nature de l'expérience psychédélique, voir aussi que beaucoup de gens l'utilisent à des fins récréatives. Et en fait, il me semble que récréatif, c'est essentiellement tourné vers l'extérieur. Je vais prendre quelque chose pour aller à un concert, je vais prendre quelque chose pour aller à un événement, pour aller à un festival, et ça va beaucoup m'amuser parce que ça va être très drôle et je vais voir plein de choses. La dimension qui pourrait, et je reste prudent avec ça, s'opposer au récréatif, on pourrait peut-être l'appeler thérapeutico-spirituelle, ou on pourrait l'appeler introspective. Elle consiste à explorer ces substances avec une attitude beaucoup plus introspective, avec beaucoup moins de stimulation visuelle. Alors en Suisse, les psychiatres qui sont autorisés à travailler avec du LSD, de la kétamine, le font très souvent avec un bandeau sur les yeux, puisque ça nous aide à retourner le regard à l'intérieur. La musique peut nous aider aussi, mais pas une musique qui va nous distraire de l'intériorité, mais qui va nous amener vers l'intériorité, tout comme dans les traditions spirituelles, on a des musiques qui vont nous provoquer des choses qui sont beaucoup plus spirituelles que récréatives. Et on a encore une fois un pont entre tradition spirituelle et antéogène. Eh bien, je crois personnellement que ces deux approches ne doivent pas être exclusives l'une de l'autre. Dans la notion de récréative, il y a bien sûr la notion de jeu, d'amusement et de plaisir. Et je ne crois pas que cette notion de jeu, d'amusement et de plaisir, et de joie et de jouissance, doit être complètement décorrélée de la dimension introspective. C'est quand on arrive à en faire quelque chose, à unir encore une fois les deux, comme unir le chemin spirituel et la pratique des antéogènes, c'est quand on arrive à unir ces deux choses-là, le récréatif et le spirituel ou l'introspectif, qu'on arrive à explorer le plein potentiel de ces outils-là. Donc encore une fois, récréatif tourné vers l'extérieur, on va bien s'amuser, on va pas apprendre grand-chose, si ce n'est que de passer un bon moment, et introspectif, qui fait que les expériences en question ne sont pas toujours agréables ou positives. Quand on fait des expériences récréatives, il y a cette attente de passer un bon moment parce que ça va nous distraire, c'est récréatif. Une expérience introspective, avec les psychédéliques, quand elle est bien menée, quand elle est correctement encadrée, ne va pas de manière systématique nous faire vivre des belles choses. C'est une expérience qui est très souvent décrite comme désagréable. Le mot confrontant revient énormément. Et en fait, confrontant avec quoi ? Confrontant avec ce dont on passe notre vie
à fuir, ou ce qu'on passe notre vie à fuir. On le voit bien dans nos comportements addictifs, avec les substances addictives, cannabis, café, cocaïne, alcool, sucre, pour ne citer que celle-ci. Ce sont toutes des substances qui permettent de réprimer quelque chose. La cocaïne permet de réprimer le manque de confiance en soi. Le café vient restreindre notre champ d'attention pour être plus productif. L'alcool vient réprimer nos émotions, comme le sucre. Et du coup, ce sont des substances qui viennent agir sur le circuit dopaminergique, donc sur le circuit de la récompense, qui vient générer une addiction. Les psychédéliques et les antéogènes, majoritairement, même si pas tous, puisqu'on va inclure dans une certaine mesure les dissociatifs à l'intérieur de substances élargissant la conscience, vont nous permettre non pas de nous dissocier de ces choses problématiques qu'on passe notre vie à fuir, mais au contraire, vont les faire remonter et vont les révéler. Psychédélique qui va révéler l'âme, qui va révéler ce qu'on refoule. Et donc dans une expérience introspective, qui n'est pas uniquement récréative, il y a la possibilité, voire même la probabilité plutôt, d'aller rencontrer des traumatismes enfouis, d'aller rencontrer ce qu'on ne veut pas voir. Et très souvent, on rencontre ce qui est le plus proche, tout le bagage, tout le matériel inconscient va se révéler et on va devoir le traverser. Et c'est en cela aussi que l'expérience peut s'avérer thérapeutique, c'est que ce que je fuis me poursuit. La définition de traumatisme, c'est pas ce qui nous arrive, c'est le coping mécanisme, c'est-à-dire le mécanisme d'adaptation qu'on va développer à la suite d'un événement traumatique. Et ce traumatisme, qui est en fait le mécanisme d'adaptation, qui fait qu'on va avoir une vie, pour ainsi dire, disons-le simplement, déséquilibrée ou douloureuse, c'est cela qui va être rencontré, questionné, visité à travers l'expérience psychédélique et même le traumatisme originel. Et donc j'aime beaucoup dire que si un événement traumatique, un accident, un deuil, une rupture, une maladie peut détruire notre vie, un événement d'intensité égale peut le guérir. Et c'est ce qu'on pourrait appeler comme événement positif ou expérience correctrice. Et souvent, pour beaucoup de gens, et c'est pas rare, hein, c'est même majoritaire, ces événements sont des expériences correctrices où on se rend compte que ces événements, ces substances, qui sont consommées depuis la nuit des temps, à travers le chamanisme, les traditions spirituelles, nous connectent avec ce qui fait de nous des humains, nous reconnecte avec la nature, on se rend compte que ça développe le sentiment écologique, on se rend compte qu'on est plus proche de valeurs comme la compassion, l'amour, la bienveillance, mais aussi la connexion avec le vivant, la connexion avec le corps. C'est une des grandes caractéristiques de l'expérience psychédélique, c'est quelque chose que j'appelle convocatoire. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, le fait d'avaler une substance qui est plus forte que nous, et je pense par exemple à l'ayahuasca, qui notamment a changé ma vie et qui continue à changer la vie de beaucoup de personnes, c'est une expérience dans laquelle nous sommes convoqués. C'est pas une méditation au cours de laquelle c'est moi qui vais décider de ce que je vais explorer et je vais devoir aiguiser mon outil de concentration ou de lâcher prise ou je vais devoir faire une progression et puis les révélations que je vais avoir dans ma méditation vont être dépendantes de ma progression et de ma capacité à diriger ou à relâcher mon attention. Là, c'est très différent. Nous sommes convoqués à visiter du matériel émotionnel, du matériel inconscient qu'on va devoir traverser et ça peut changer potentiellement toute la vie. Faudrait-il encourager ce type d'expérience ? Je suis toujours très prudent et je ne pense pas que c'est lié uniquement à la loi. Ce n'est pas que la loi qui m'incite à cette prudence. Il faudrait vivre l'expérience psychédélique. Je pense et je milite en faveur de la liberté de conscience et de la liberté individuelle. Lors des événements sociaux difficiles qu'on a vécus pendant le Covid, je ne prenais pas un parti plutôt que l'autre, vax ou anti-vax. Pour moi, c'est chacun doit être libre de se vacciner ou de ne pas se vacciner. C'est pour cela que je milite. Ce qui serait contradictoire si je commençais à dire à l'expérience psychédélique il faut vraiment la vivre. Non, surtout pas. Par contre, ce qu'il faut faire, je crois, c'est retourner ici. C'est retourner en soi. Et il est possible
Parce qu'en fait, on est majoritairement, et c'est le problème de cette civilisation, on est tourné vers l'extérieur, on est tourné vers le paraître, on est tourné vers la production, on est tourné vers la croissance, on n'est plus tourné vers quelque chose qu'on pourrait appeler la transcendance, la spiritualité ou la nature. Et c'est le cancer, pour ainsi dire. C'est la direction qu'on prend qui devient destructrice. Et donc la direction inverse, c'est quoi? C'est ici. Et ici, c'est quoi? C'est la nature. C'est le transcendant. C'est ce qui nous dépasse. Mais c'est aussi toutes les valeurs humaines qui fait qu'on va mieux vivre ensemble, qui va faire qu'on va mieux se sentir ensemble. Et si en se tournant ici, tout ce discours sur les psychédéliques, qui sont aussi dangereux quand ils sont mal utilisés, que life-changing, c'est-à-dire révolutionnaires quand ils sont bien utilisés, qui sont utilisés depuis des milliers d'années, qui sont à la source des traditions spirituelles et à la source du chamanisme, puisque 90% du chamanisme utilisait les psychédéliques, les antéogènes, eh bien, si en retournant là, on a un appel très clair, eh bien, je pense qu'on devrait vivre dans une société qui nous autorise, qui nous permet, en tout cas qui ne nous interdit pas, le contact avec la nature. Le contact avec la nature, c'est pas seulement faire une balade en forêt, c'est aussi s'autoriser à faire les expériences qui ont constitué toutes les traditions spirituelles, c'est-à-dire ingérer la nature d'une manière factuelle, c'est ce qu'on appelle l'expérience directe. Mais aujourd'hui, la nature est interdite, d'une certaine manière, et je ne suis plus libre de faire l'expérience de ma propre conscience, de mon intériorité comme je le souhaite. Il y a eu, à titre de simple exemple, des essais sur la méditation à l'école. Eh bien, la méditation à l'école, au bout d'1 an, a été interdite puisque qualifiée de dérive sectaire. Et on se rend compte, en fait, qu'en France, on a une spécialité, c'est que tout ce qui va être spirituel et ésotérique, le mot ésotérique est devenu une insulte, hein, alors qu'en fait, à la base, hein, il y a des enseignements extrêmement sérieux qui n'ont rien du New Age. Eh bien, tout ce qui a cette dimension, tout ce qui possède cette dimension spirituelle est très rapidement qualifié de sectaire, comme pour s'en distancier et pour bien rester dans les rangs. Et donc, je pense que l'expérience psychédélique nous libère aussi de ce conditionnement, et la liberté de conscience, c'est tout simplement de ne pas dire « il faut faire l'expérience psychédélique », ce n'est pas de l'interdire, mais c'est de laisser chacun libre de faire cette expérience ou pas. Et comment on laisse une personne libre? C'est en l'informant, en lui donnant un maximum d'informations sur des informations factuelles qui sont à la fois scientifique et à la fois non scientifique. Et donc la liberté de conscience, cette notion de liberté de conscience que je défends, ce n'est pas de dire il faut prendre des psychédéliques ou il ne faut pas prendre des psychédéliques, c'est tout simplement faire confiance dans chaque individu, en sa responsabilité et à sa capacité à regarder à l'intérieur de lui et pour dire j'ai envie d'aller vers cette expérience ou je n'ai pas envie d'aller vers cette expérience. J'ai le désir ou j'ai pas le désir, j'ai la peur ou j'ai pas la peur. Mais comment faire lorsque nous sommes privés d'informations à ce sujet, et c'est là où commence le dogmatisme institutionnel et la dimension sectaire que porte l'institution qui dénonce le sectarisme quand ça ne va pas dans son sens. Eh bien, c'est tout simplement avoir accès à l'information, des informations qui sont à la fois factuelles et scientifiques, et à la fois non scientifiques, qui ne les invalident pas, puisque ce sont des informations empiriques, expérientielle du contenu et des conséquences de l'expérience psychédélique quand elle est bien vécue et bien encadrée. Pourquoi les expérimentateurs pensent découvrir des mondes plutôt que leur simple psyché? C'est une question qui revient très souvent et qui disparaît au fur et à mesure des expérimentations. C'est une question en fait qui n'a plus cours pour ceux qui font l'expérience avec suffisamment d'intensité dans le bon cadre. Puisqu'en fait, la question ne laisse plus aucun doute, la question n'a plus de sens, puisque ce qui est vécu apparaît comme plus réel. Alors ça nous amène ici à tenter de définir la réalité. Et donc une tentative d'explication de la réalité, eh bien tout simplement, elle est déterminée par les plages de perception de nos 5 sens. On sait aujourd'hui qu'elles sont extrêmement étroites. Eh bien nos 5 sens, en réalité la science en dénombre plus de 15, mais les 5 sens qui font consensus ont des plages de perception extrêmement réduites, et donc ça c'est la réalité. Déjà sous un prisme scientifique, la science, à travers les microscopes, les télescopes et plein d'outils de mesure, va percevoir des choses qui vont faire partie du réel, mais qui n'est pas mon réel. Eh bien, beaucoup
promoteurs du mouvement psychédélique dans les années 60-70, c'est une phrase de Stanislas Grof, disait que les psychédéliques sont comme le microscope ou le télescope pour le scientifique, et sont des outils qui permettent d'expérimenter le réel d'une manière accrue, dans un sens comme dans un autre. Et en fait, cette question disparaît parce que pour l'expérimentateur, l'expérience psychédélique paraît comme plus réelle que la réalité, tout simplement parce qu'un microscope et un télescope est utilisé à ce moment-là sous la forme d'un outil de la nature et d'une molécule. Eh bien, ce que nous dit la science sur le réel est beaucoup plus réel que ce que j'en perçois moi. Eh bien, pour les psychédéliques, c'est exactement la même chose. Alors, il y a plusieurs mouvements. Un qui va considérer que, effectivement, l'ingestion d'un antéogène ou d'une molécule psychédélique va, par un truchement purement mécaniste, créer une vision alternative de la réalité qui n'est qu'une création, pour ainsi dire, visuelle et hallucinatoire. Et puis il y en a d'autres qui vont dire que, donc ça va être le mouvement structuraliste, et puis il y en a d'autres qui vont dire, qui vont être plutôt constructivistes, et qui vont dire en fait le contenu de l'expérience psychédélique est en fait un précipité de notre contenu biographique, et que en fait on est plus dans quelque chose qui va ressembler au rêve, mais que le contenu de l'expérience, que certains rapportent comme plus réel que la réalité, est en fait le substrat d'un terreau biographique, culturel, que je me construis. Mais ça ne colle pas au caractère transculturel et au caractère universel du contenu phénoménologique de l'expérience psychédélique, même si il est vrai qu'il y a du constructivisme, c'est une position constructiviste, mais que c'est réel, c'est-à-dire que mon substrat biographique va fortement influencer l'expérience psychédélique, mais pas que. Et puis, il y a une autre approche qui est plus ou moins post-matérialiste et qui va considérer que non, c'est l'accès à une réalité transcendante qui englobe la nôtre et dont la nôtre est une fraction infime. Et aujourd'hui, dans le livre qui va paraître, que j'ai coécrit avec Olivier Chambon, on a développé un modèle qu'on appelle le modèle TNS, théoneurostructuraliste, qui consiste à ne pas considérer qu'un modèle a raison plutôt qu'un autre, mais qu'en fait ce sont les trois ensemble. Alors je rajoute à cela que en fait, la nature du contenu de l'expérience psychédélique peut être vue comme une pyramide. Sur une expérience dite faible, on est sur une large base de pyramide, et donc sur une large base d'interprétation. Effectivement, ce que je vois, c'est de la biographie, c'est de la pure construction, ce sont mes peurs, je ne rencontre finalement que moi. Sur une expérience un petit peu plus intense, on a la plage interprétative qui se réduit, et notamment comme l'explique Olivier Chambon dans son modèle des 6 niveaux de conscience, des 6 niveaux de l'expérience psychédélique, on arrive sur des expériences un petit peu plus fortes, sur du contenu phénoménologique qui n'est pas que biographique, mais qui est aussi culturel, c'est-à-dire qui est transpersonnel, qui se situe au-delà de ma personne, auquel cas je vais avoir accès à des archétypes, à des symboles qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à ma lignée, qui appartiennent à ma culture, et qui appartiennent éventuellement à mon espèce. Et quand on monte encore une fois, on arrive à ce qu'Olivier Chambon appelle le niveau 3-3', mais en fait, les possibilités d'interprétation de l'expérience se réduisent. Sur des doses faibles, qu'on va donner, je dis, à 1000 personnes, on va avoir un panel extrêmement large d'expériences et du contenu de l'expérience. Sur une dose très forte, ce contenu, ce report, ce rapportage du contenu de l'expérience se réduit vers quelque chose de spirituel, de divin, de transcendantal, de mystique, de transpersonnel, et où on rencontre une notion d'absolu, de disparition de l'ego, parfois même de créateur, parfois d'extraterrestre, parfois de personnes décédées, et il semblerait que plus on avance dans l'intensité de l'expérience, qui n'est pas seulement dépendante de la dose, mais aussi dépendante de comment on rentre dans l'expérience, comment on va la sacraliser, la respecter, quelle va être notre intention. Et plus on se rapproche de quelque chose qu'on s'imagine être comme un sommet, une réalité absolue. Sauf qu'après, il faut redescendre de cette pyramide, à travers ce qu'on appelle l'intégration, la narration. C'est-à-dire que ce que je perçois au sommet de l'expérience psychédélique, quand elle est extrêmement forte et correctement encadrée, est donc par définition spirituelle, et c'est avec cette phrase où je peux me faire des ennemis, mais quand on commence à redescendre, on se réélargit, puisqu'on est obligé de retrouver nos capacités narratives. On est obligé de retrouver du linguistique
quelque part, de la sémantique, et on est obligé de puiser dans du substrat biographique, dans du substrat culturel qui nous définit, et donc nous allons teinter ce qui se passe au sommet de la pyramide avec du contenu personnel et culturel. Et ce qui peut laisser penser que ce qui est raconté, cette narration qui est absolument indispensable, est imprégné de quelque chose de culturel et de biographique. Ce qui est vrai dans le cas de la narration, mais expérientiellement, on le sait quand on en fait l'expérience, et plusieurs études le montrent, que c'est transcendantal et que c'est plus réel que la réalité. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et donc la réalité, la vérité, si vérité il y aurait, n'appartient pas à un modèle, constructiviste, situationniste, peu importe comment on va le nommer, mais est plutôt un conglomérat, une articulation de plusieurs influences et probablement d'une vérité universelle que les expérimentateurs rapportent comme plus réelle que la réalité. Ce n'est que notre narration, en fait, qui va rendre cette expérience transcendante, thérapeutique, spirituelle, mystique, universelle, comme finalement de nouveau très proche de nos biais personnels. Ne devrait-on pas mettre en avant la notion d'enseignement plutôt que de réalité quand on évoque ces expériences ? C'est une question qui porte la réponse en elle, je la trouve déjà extrêmement pertinente. Ce qui est intéressant ici, c'est à la lumière de cette question, c'est de questionner qu'est-ce qui en nous a besoin de savoir ce qui est réel ou pas réel. Et je pense que cette question qui donne la réponse en fait, c'est que c'est pas vraiment important. Mais pour les gens qui sont obsédés par est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'on se raconte des bêtises? Est-ce qu'en fait cette expérience est juste une hallucination et que ce qui est réel c'est que ce que je peux toucher et après cette vie il n'y a plus rien? Je pense que c'est une question qui porte une immense angoisse. Quand on arrive à se libérer de cette angoisse existentielle, et le scoop, c'est que on s'en libère, enfin je m'en suis libéré à travers l'expérience psychédélique qui me donne mes propres réponses, où je n'ai plus besoin de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la réalité, je ne sais toujours pas. En fait, quand on se libère de cette angoisse existentielle, le questionnement n'existe plus. On sait qu'on est ici pour faire l'expérience de cette réalité, pour ainsi dire, comme on le paraphrasait avant ensemble, pour jouer, pour jouir. Et c'est peut-être dans certaines traditions spirituelles où on nous dit que Dieu, en tout cas ce qu'on appelle Dieu, avait besoin de faire l'expérience de lui-même, et pour cela, il a dû s'extérioriser lui-même et jouer de lui-même. Je crois que c'est dans des apocryphes du Coran, dans certains hadiths, où on dit que Dieu est un miroir qui s'est brisé en autant de morceaux que d'êtres vivants, pour se refléter lui-même et pour jouir de lui-même. Le un ne peut pas se voir, il est obligé de se dissocier, de s'objectiver pour pouvoir jouir de lui. Eh bien, c'est peut-être cela que nous sommes venus faire ici, si tant est qu'on accepte la narration de certaines traditions spirituelles qui nous expliquent qu'en nous, il y a une divinité fondamentale. En l'occurrence, elle serait extrêmement réduite à travers le filtre de perception de ce cerveau, qui est cette valve de réduction, et qui nous raconte qu'on est un individu imparfait, qu'on ne s'aime pas, que ça va pas, alors qu'il est possible d'accéder à un autre niveau de conscience à travers des traditions spirituelles, à travers des pratiques spirituelles qui n'ont rien de dogmatique, qui n'ont rien de sectaire, qui sont tout simplement l'exploration intérieure et qui nous apprennent qu'il existe quelque chose de beaucoup plus large. Et ça concorde toujours avec ce qu'on nous explique depuis des milliers d'années à travers les traditions spirituelles. Pourquoi voyez-vous la nature comme une technologie ? Ces expériences, mais pas que les miennes, ce qu'on nous rapporte de ces expériences et ce qu'on ne nous rapporte pas, puisque les traditions chamaniques qui ont des milliers ou des dizaines de millions d'années ne rapportent plus, elles font l'expérience directe, prennent conscience de la complexité extrême et insondable du vivant, notamment du règne végétal. Et les traditions spirituelles, les textes sacrés nous l'expliquent en quelque sorte, mais l'expliquent avec un cadre référentiel qui est très différent, puisqu'ils n'avaient pas ce pouvoir de création sur la matière, ce pouvoir de création d'autres dimensions que nous avons à travers l'informatique. Et aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, à travers notre capacité à créer d'autres mondes, à travers notre capacité de comprendre la réalité à travers l'informatique,
on a un cadre référentiel, puisqu'il y a même aujourd'hui des digital natives, des gens qui sont nés sans connaître autre chose que le téléphone portable et qui n'ont jamais connu le monde sans Internet, ont une compréhension accrue, intuitive, de ce que peut être la nature de la réalité et la nature de la nature. C'est-à-dire qu'on a un cadre référentiel, on est beaucoup plus éduqué sur la structure même des choses, et on a un cadre référentiel qui est l'informatique, qui peut nous aider à comprendre comment fonctionne le réel. Et on assiste aujourd'hui à l'avènement de l'intelligence artificielle, qui existe depuis très longtemps, mais qui commence seulement à être accessible au public. Et beaucoup sont très très critiques envers ces outils. Et je pense en tout cas qu'il s'agit d'une peur. Peur d'être remplacé, peur de l'obsolescence, peur éventuellement que l'intelligence artificielle recouvre une forme de conscience d'elle-même et échappe finalement à son créateur pour servir ses propres intérêts supposés. Il existe quelque chose, un concept qu'on appelle la singularité technologique, dont Ray Kurzweil, numéro 3 de Google, qui est futurologue, parle beaucoup. La singularité technologique, c'est un moment de développement de l'intelligence artificielle qui est imprédictible en matière de conséquences. On ne sait pas ce qui va se passer au moment de la singularité technologique qui passe pour être le moment où l'intelligence artificielle va à chaque seconde se recréer plus intelligente qu'elle n'était la seconde d'avant. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. On en a un aperçu pas très brillant, mais intéressant quand même, dans le film Lucie de Luc Besson, où l'intelligence artificielle va accéder à une forme d'omniscience. Elle est partout tout le temps. C'est un petit peu ce qu'on pourrait commencer à toucher du bout du doigt à travers Internet. Et imaginons que l'intelligence artificielle ait maintenant accès à la somme des pensées des humains qui est en fait constituée par l'Internet. Et ce moment qui est communément accepté comme singularité technologique, c'est le moment où l'IA va échapper à notre contrôle puisqu'elle va se recréer plus intelligente qu'elle n'était la seconde d'avant. On ne sait pas ce qui se passe. Et moi je fais le pari que cette intelligence absolument démesurée, qui dépasse nos capacités d'imagination, va se rendre compte que la forme la plus aboutie de technologie, de self-replication system, donc de système auto-réplicatif, homéostasique et écologique et sustainable, c'est-à-dire durable, est en fait le monde végétal. Et que l'intelligence artificielle, qui se base sur les mêmes ressources finalement que nous, va se rendre compte qu'elle ne peut pas se passer d'eau, d'air, de soleil, et de cet équilibre dans lequel nous naissons, dans lequel elle est née, qui est constitué par cette biosphère qui est entre guillemets, dirigée et permise, conditionnée par le monde végétal. Et quelle est la forme la plus aboutie de technologie et d'adaptation aux circonstances extérieures, si ce n'est que ce que fait le monde végétal depuis des milliards d'années. Et donc c'est en cela que je crois fondamentalement, on est dans le domaine de la croyance, mais même de l'intuition cellulaire, que l'intelligence artificielle va finir par se biomimétiser, va finir par rejoindre le monde végétal, et ça me raconte à moi que le monde végétal est déjà une intelligence artificielle, est déjà une technologie de réplication, dont le seul dessein finalement, l'impulsion finalement, est de se répandre. Et donc il y a ces spéculations qui ont maintenant une centaine d'années, c'est que le monde végétal a créé les animaux, pour pouvoir disséminer les graines un petit peu plus loin. Et j'aime penser, dans mes spéculations que j'évoque dans le livre de manière beaucoup plus profonde, qu'en fait les humains ne sont que des animaux de dissémination du règne végétal, mais au-delà de ce que les animaux sont capables de faire, c'est-à-dire aller transporter la vie, aller transporter le vivant au-delà de la sphère terrestre. Et donc nous ne serions que des outils de dissémination du vivant dans le cosmos. Ce serait peut-être là une des réponses amusantes à l'éternelle question: quel est le sens de la vie et que faisons-nous ici? Répandre le vivant. Les plantes et les champignons seraient donc des enseignants? Mon postulat, mon intuition, elle suggère que le vivant est une intention, ce qui n'est en fait qu'un postulat. Ce que j'aime croire, parce que ça fait partie de mon intuition depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, la Terre, la biosphère, a une conscience propre.
et une intention propre. Et comme tout système, hein, dans la théorie des systèmes, il y a toujours une tendance vers l'homéostasie, une tendance vers l'autorégulation. Et quand un système qu'est la biosphère constate qu'elle contient un virus qui la détruit, qui pourrait être vu comme l'humanité, ou en tout cas notre civilisation, il y a peut-être dans un premier temps la tendance de réguler. Réguler comment ? Avec des maladies, et puis réguler avec des virus, d'autres virus, peut-être des virus qui les empêchent de se reproduire, des virus d'immunodéficience, qui sait, on est dans de la spéculation. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi une impulsion beaucoup plus pacifiste de cette intention du vivant à se guérir lui-même, à se durabiliser, à créer une homéostasie et à se guérir, en fait, comme tout système. C'est l'émergence des antéogènes à travers, pour ainsi dire, le règne humain. Donc, je crois fondamentalement dans le fait l'émergence des psychédéliques et des antéogènes procède d'une tentative du vivant de se guérir lui-même en allant contaminer l'humain qui détruit le vivant avec des considérations plus écologiques, et c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire le développement de considérations écologiques, c'est ce qu'on constate de manière mesurable et scientifique chez les consommateurs de psilocybine et d'antéogènes au sens large et d'ayahuasca. Et donc moi j'aime bien penser à une contamination de l'humain par des valeurs ou des enseignements écologiques qui favorisent la guérison de la biosphère. Vous écrivez que la honte doit changer de camp. Pouvez-vous expliquer ? Oui, ça fait partie de mes nombreuses phrases subversives auxquelles je suis attaché quand j'écris « La honte doit changer de camp ». C'est qu'en fait, beaucoup de gens comprendront qu'aujourd'hui, dire « je prends des drogues » ou « machin a pris des drogues, tu te rends compte, il a pris du LSD », il y a quelque chose de honteux. Alors certes, de moins en moins, puisque je suis entouré de gens qui, il y a 30 ans, étaient effrayés et horrifiés par cette perspective. Aujourd'hui, je me rends compte que grâce à l'information, grâce aux études scientifiques, on se dit « Ah tiens, c'est intéressant ». Et peut-être qu'on arrivera aujourd'hui, on arrivera un jour à un environnement socio-culturel où on va dire « Mais c'est fantastique, raconte-moi, qu'est-ce que tu as appris, comment ta vie a changé depuis, est-ce que tu as pu le faire dans de bonnes conditions, ah t'es allé chez machin, ah mais c'est super ». Et donc la honte doit changer de camp, je pense qu'elle doit passer de celle qui est encore celle très franco-française aujourd'hui de consommation de psychédéliques où on se cache, à si elle change de camp, c'est mais mon Dieu, de quel droit nous continuons à interdire aux humains le libre accès à leur conscience grâce à des outils qui sont plus anciens que notre civilisation, grâce à des outils qui ont jeté les fondations, qui ont posé les fondations de notre civilisation, notamment la civilisation grecque, mais aussi toutes les traditions spirituelles et les religions. Et je ne dis pas que les religions sont une bonne chose, hein, je dis juste que le sentiment spirituel a fondé les circonstances qui permettent une civilisation respectueuse de la vie, du vivant et bienveillante. Et la honte doit changer de camp, c'est tout simplement qu'on devrait commencer à considérer que c'est honteux d'interdire ces choses-là et de légaliser des choses qui sont beaucoup plus dangereuses. Et on a évoqué la dimension de dangerosité, on l'a assez bien disséqué pour pouvoir se permettre de dire que l'alcool est la plus dangereuse des substances qui existent, elle est légale, et que de nombreuses substances sont interdites, elles permettent l'élargissement de la conscience, elles permettent une dimension thérapeutique, elles permettent l'accès à la spiritualité, l'accès à une dimension plus large de la réalité. Elles font beaucoup de bien quand elles sont utilisées correctement. En tout cas, c'est la science qui nous le dit. Et je pense que la honte doit se situer dans les institutions qui interdisent l'accès à cette expérience. Le mot de la fin ? Curiosité. Curiosité, ouverture sur le monde, sur les possibilités que nous offre la nature d'aller explorer une dimension insoupçonnable et insoupçonnée.
Mon auteur favori, Terence McKenna, disait Do your homework, faites vos devoirs, renseignez-vous, allez rechercher l'information, soyez curieux. Et nature loves courage, la nature aime le courage, c'est-à-dire que nous sommes entourés du vivant, on est une des civilisations qui a nommé le vivant, nommé la nature, donc il l'a objectivé pour finalement s'en séparer, et c'est aujourd'hui une des causes de notre dérive civilisationnelle, c'est cette séparation de l'esprit, cette séparation de la nature que finalement nous sommes. Eh bien, nature loves courage, c'est la nature aime le courage, c'est se rendre compte que nous sommes constamment en rapport avec cette dimension-là, la nature, le vivant, et que cette dimension a, selon moi, une intention, et que cette dimension, la nature, le vivant, nous rétribue au fur et à mesure des actes de courage. Et j'aime bien dire que le vivant, la nature, rétribue celui qui permet son expansion. Et qu'est-ce que permettre l'expansion du vivant ou de la nature, si ce n'est tout simplement que de rentrer en lien et d'être plus proche de considérations humanistes et spirituelles que capitalistes, croissantes et consuméristes. Merci